Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Patrick Achi était vendredi à Yamoussoukro pour une série d'activités. Le Premier ministre s'est rendu au lycée scientifique de la ville pour constater l'état de dégradation très avancé de cet établissement qui a formé de nombreux cadres de la Côte d'Ivoire, établissement jadis fierté de ce pays. Des bâtiments bientôt en construction pendant que d'autres malheureusement s'écroulent. On croyait en avoir fini avec les effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire, mais que non, le phénomène n'a pas pris fin dans la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est à Treichville, au sud d'Abidjan, qu'on a déploré un autre drame. Il a fait 7 morts. Les autorités maliennes ont annoncé vendredi soir la libération de 17 militaires et un civil enlevés par des groupes armés. Certains d'entre eux étaient prisonniers de leurs geôliers depuis près de 3 ans. L'identité des otages et les conditions dans lesquelles ils ont été libérés n'ont pas été communiquées. Les prix des denrées alimentaires grimpent sur les différents marchés. Les populations, elles, continuent de grogner. Elles estiment que les produits saisonniers sont hors de leur portée. Heureusement, pour l'heure, tous les secteurs de l'économie ne sont pas impactés par la cherté des produits de première nécessité. En tout cas, pas encore. Et nous espérons que ce ne soit pas le cas du tout. Face à cette flambée des prix de plusieurs denrées alimentaires, d'aucuns pointent du doigt les pratiques spéculatives de certains commerçants, des pratiques que le gouvernement dit ne pas tolérer et s'engage par la même occasion à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour mettre fin à cette situation ? Pourquoi cette situation d'ailleurs? Souleymane Diarra-Souba répondra à ces questions. Le ministre du Commerce est notre invité du magazine du dimanche. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Dans 30 minutes exactement. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, Patrick Achi était à Yamoussoukro vendredi pour une série d'activités. Lors de cette visite de travail, le Premier ministre a tenu à visiter le prestigieux et imposant lycée scientifique de Yamoussoukro, qui autrefois faisait la fierté de la Côte d'Ivoire, un établissement qui se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. Le reportage de Mahmoud Traoré. Au lycée scientifique de Yamoussoukro, personne ne s'attendait à une telle visite ce vendredi matin, celle du chef de gouvernement dans ce mythique temple du savoir. Une fois sur place, Patrick Achi se rend dans une salle de classe pour échanger avec les élèves. Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Je vais être pilote. Je vais être pilote de ligne. Et toi, docteur, et toi? Agronome. C'est en tout cas de très bonnes choses. Ce qu'on veut, c'est que vous travaillez bien, que vous travaillez beaucoup. En tout cas, félicitations, tous mes encouragements. Ce passage éclair au lycée scientifique de Yamoussoukro n'était pas prévu à l'agenda initial de cette visite de travail du chef de gouvernement, mais l'urgence l'a commandé. En état de vétusté, cet établissement d'excellence est toujours en attente de sa rénovation, malgré la disponibilité des financements. Les derniers obstacles viennent d'être levés. Un financement du C2D, de l'AFP, pour réhabiliter le lycée scientifique et également créer des classes de préparation aux grandes écoles, ivoiriennes ou internationales. Et pour que cela puisse se faire, il faut que les écoles mixtes qui étaient à l'intérieur du lycée scientifique puissent être déplacées à l'extérieur. Mais là également, nous avons les financements pour construire ces écoles-là. Le problème était celui de mobiliser des terrains à taille, une superficie suffisante pour démarrer le projet. Je crois que là, avec monsieur le préfet, ainsi que ses collaborateurs, ce site-là sied parfaitement et pourrait donc très rapidement être mobilisé, moyennant donc des purges qui vont se faire très rapidement pour que les travaux puissent démarrer, puisque l'entreprise est déjà identifiée, les financements sont identifiés. Ça veut dire que ces écoles-là, normalement, doivent ouvrir pour la rentrée prochaine. Donc pour nous, c'est un problème qui est réglé et on donnera les instructions nécessaires pour que les choses aillent extrêmement vite. La rénovation du lycée scientifique de Yamoussoukro est financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement.
On va rester à Yamoussoukro. Le chef du gouvernement y a procédé à la pose de la première pierre du lycée professionnel. On se souvient qu'en janvier dernier, le gouvernement a lancé la construction de 7 nouveaux établissements professionnels à travers toute la Côte d'Ivoire. On reste avec Mahama Traoré. Le lycée professionnel de Yamoussoukro pourra accueillir 1000 étudiants à former dans les filières de l'électricité électronique, la maintenance véhicule-engin, le froid et la climatisation. Il sera bâti non loin de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, renforçant ainsi la vocation de cité du savoir de la capitale politique. En moins d'1 an, le gouvernement a multiplié les interventions structurantes dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, entre autres la réhabilitation du CBCG de Bouaké, celle en cours du lycée professionnel de Jacquesville, ou encore le lancement en janvier dernier du projet de construction de 7 nouveaux établissements, dont fait partie celui de Yamoussoukro. D'autres actions comme la réhabilitation complète du lycée technique de Cocody, du lycée technique de Yopougon, du lycée professionnel commercial de Yopougon sont en cours et s'achèveront en 2022. À travers ces actions, il s'agit de proposer un cadre de travail adapté, attrayant et valorisant pour les jeunes talents, car le développement de la formation professionnelle en synergie avec le secteur productif est source d'accroissement du taux d'employabilité et partant de la réduction significative de l'oisiveté et du chômage. Outre la formation initiale, le lycée professionnel de Yamoussoukro sera aussi le cadre de mise en œuvre de l'école de la deuxième chance, celle dédiée à la formation professionnelle de courte durée des jeunes déscolarisés en vue de leur insertion rapide. Pour notre jeunesse aujourd'hui, la voie royale de l'enseignement, ce n'est plus celle seulement de l'enseignement général. C'est celle de l'enseignement technique et professionnel. Parce que la Côte d'Ivoire a aussi besoin d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs pour accélérer la marche de notre agriculture comme de notre industrie, de nos entreprises et de notre marché de l'emploi. Vous êtes donc formés ici, pas pour Yamoussoukro, pas pour la Côte d'Ivoire seulement, mais pour être prêts à affronter le monde. Et dans ce combat, on ne triche pas. On ne triche pas avec le travail. Parce que si vous trichez, il vous rattrape toujours. Un jour ou l'autre, au moment où vous y attendez le moins. Alors soyez honnête avec le travail. Trichez avec tout, mais le travail, soyez honnête avec lui. L'effort, soyez honnête avec lui. Parce que toujours, certainement au moment où vous y attendez le moins, il vous récompense de tous ces efforts. L'enseignement technique et professionnel n'absorbe actuellement que 5% des effectifs du secondaire général. Le lycée professionnel de Yamoussoukro et les autres à construire sur le reste du territoire visent à porter ce taux à 30% d'ici 2030. Un reportage de Mahama Traoré, Lamine Dramé depuis Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. La capitale française, elle abrite la 58e édition du Salon de l'agriculture. Salon qui s'est ouvert hier après 2 ans d'absence. Pandémie de Covid oblige. Une édition 2022 placée sous le signe des retrouvailles. Et bien entendu, la Côte d'Ivoire y est représentée. Les ministres en charge des ressources animales et celui en charge de l'agriculture sont présents à Paris pour ce rendez-vous mondial. Et RTI1 y a un envoyé spécial, c'est Cheikh Koné Aboubakar. De petits mots par-ci, des salutations bien nourries par-là, en gros, des retrouvailles entre professionnels et passionnés de l'agriculture venus des 4 coins du monde. C'est à raison que cette 58e édition du Salon international de l'agriculture est baptisée Édition des retrouvailles, avec pour thème principal l'agriculture, notre quotidien, votre avenir. Un thème des plus évocateurs qui met en valeur l'importance du travail des agriculteurs du monde, une importance que la Côte d'Ivoire a démontrée au cours de ce premier jour avec une présence qui ne pouvait passer inaperçue. Après une visite des stands de la Côte d'Ivoire, 2 au total, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, chef de la délégation ivoirienne, s'est dit fier que le pays leader mondial du cacao s'illustre de fort belle manière à cette messe agricole. Vous-même, vous avez vu nos stands qui sont le témoignage de ce que nous sommes venus vraiment pour représenter notre pays. L'édition passée, nous étions meilleur stand international.
Et cette année, nous y avons mis beaucoup d'éléments pour que cette fois-ci encore, nous puissions connaître d'autres prix. La durabilité du cacao et la transformation structurelle de l'économie agricole fondent les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à ce salon d'échange et de rencontres. Le Premier ministre nous a instruit de prendre des attaches avec tous ceux qui veulent venir faire de la transformation de nos produits au niveau de notre pays. Donc nous y sommes et nous allons valablement représenter la Côte d'Ivoire. Déjà, vous-même, vous voyez, c'est aujourd'hui l'ouverture et la mobilisation extraordinaire que vous voyez autour de nos stands est la preuve que la Côte d'Ivoire compte dans le concert des nations. Pour ce premier jour du SIA, le stand de la Côte d'Ivoire fait déjà sensation. Le chocolat ivoirien, comme à l'accoutumée, faisait l'objet de toutes les attentions. Les fèves sont là. Ça, vous l'avez pris directement de là? Oui, oui. D'accord, c'est ça. Et ça, c'est sucré. Oui, c'est sucré. Ouais. À la base, c'est sucré. Vous laissez au soleil pour qu'après ça... On les fermente d'abord. Plusieurs panels et communications vont meubler la participation du ministère de l'Agriculture ivoirien à ce salon. La journée de la Côte d'Ivoire à cette 58e édition est prévue ce mardi. La Côte d'Ivoire au Salon de l'Agriculture de Paris, pas pour faire de la figuration, nos produits impressionnent. Les escargots géants de Côte d'Ivoire et bien sûr notre tilapia et notre mâchoiron sont nos ambassadeurs à ce salon. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a rappelé l'engagement de la Côte d'Ivoire à rechercher et à renforcer les investissements dans le secteur. Jean-Louis Gbangbo, l'un de nos envoyés spéciaux à Paris. Vaches, taureaux, chèvres, mais également tilapia, silures et escargots originaires de la Côte d'Ivoire. Paris devient pendant 9 jours la plus grande ferme de France grâce au Salon international de l'agriculture. Le plus grand rassemblement français d'animaux à haute valeur génétique est également une occasion pour l'élevage ivoirien d'exposer son savoir-faire. On était très surpris et très attirés par la grosseur des escargots. Alors, en France, on ne connaît pas, on n'a jamais vu d'aussi gros. Les escargots géants, principale attraction au stand de la Côte d'Ivoire, sont les plus gros de cette espèce au monde. Nous avons ici les espèces marginata. Ici de Côte d'Ivoire, c'est des escargots qui impressionnent de par leur taille. Parce qu'ici, ils en ont, mais en des tailles beaucoup plus petites. Les nôtres ont à peu près 20 fois la taille de ce qui existe ici. La participation à cette vitrine du monde agricole, le ministère des Ressources animales et halieutiques veut s'en servir pour donner un coup d'accélérateur au secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le ministre Sidi Diemoko Touré a donc fait le tour de plusieurs exposants avant de terminer au stand réservé à la Côte d'Ivoire, épaulé par son collègue de l'agriculture et du développement rural. Nous envisageons au cours de ces jours d'exposition rencontrer des partenaires techniques et financiers à l'effet d'obtenir leur engagement en termes d'investissement dans le secteur des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Notre ambition, c'est d'atteindre la sécurité alimentaire. Et cette problématique est d'autant plus importante que nous sommes malheureusement tributaires des approvisionnements venant des pays limitrophes et même ailleurs. Avoir ici des partenaires sûrs qui pourraient accompagner durablement les acteurs nationaux, telle est donc la principale mission du ministère, mais également proposer au monde extérieur les compétences de la Côte d'Ivoire en matière d'élevage. Le Salon de l'agriculture de Paris convie 650 000 personnes chaque année. La Côte d'Ivoire est en deuil. Tapédo Lucien a rejoint le ciel étoilé hier samedi. L'ancien vice-président de l'Association nationale des producteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire et ex-président du conseil d'administration de la bourse Café-Cacao nous a quittés ce 26 février. On passe à la page Covid-19.
Le virus nous malmène depuis trop longtemps, bientôt 2 ans. Depuis le début de la pandémie, 792 personnes ont été tuées pour 81 467 malades recensés. Hier samedi, 18 nouvelles contaminations ont été enregistrées par les autorités sanitaires. Les autorités, justement, qui insistent sur les mesures barrières, vous les connaissez, mais je vous les rappelle quand même. Votre cache-nez, portez-le régulièrement et lavez-vous aussi les mains fréquemment à l'eau et au savon. Puis, il y a le vaccin anti-Covid qu'il faut faire aussi. Le coronavirus tue, le cancer aussi. C'est d'ailleurs la 2e cause de mortalité dans le monde. En Côte d'Ivoire, les médecins radiologues ont décidé de davantage s'outiller pour mieux affronter le cancer. Ils participent à un atelier de renforcement de capacité initié par la société Imagerie Médicale avec pour objectif d'améliorer le traitement pour une meilleure prise en charge. Le témoignage de Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Les capacités des médecins radiologues renforcées sur le cancer. Ces usagers du scanner, de l'échographie et de l'IRM sont instruits sur les techniques de traitement du cancer. Une formation continue pour faciliter la prise en charge des malades. Une initiative de la Société Imagerie Médicale. Avoir un cancer, ce n'est pas synonyme de mortalité. Pour peu qu'on fasse ces examens à temps, qu'on se fasse dépister et qu'on suive les prescriptions du monde médical. Un mot aussi à l'endroit des professionnels de santé, il est de notre devoir de continuer à nous former, car comme disait le sage, connaître son ignorance, c'est le début de la connaissance. Les médecins panélistes entretenus sur plusieurs thèmes, comme l'oncologie digestive des cancers, le cancer du foie, du pancréas et du rectum. Des échanges supervisés par des professionnels et spécialistes de la cancérologie. Au cours de cette formation, déjà, sur le plan en tant que médecin, j'ai appris beaucoup, surtout dans les diagnostics de certaines maladies, par exemple, et surtout aussi pour la thérapie. Le cancer au jour d'aujourd'hui n'est plus l'affaire du chirurgien comme cela se produisait autrefois. De nouvelles techniques de prise en charge, à savoir la radiothérapie, la chimiothérapie et même ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire c'est de nouvelles pratiques qui permettent d'envoyer des produits spéciaux qui vont aller détruire de façon spécifique les cellules cancéreuses. Toutes ces techniques-là se sont développées, si bien que la prise en charge du cancer est devenue une affaire multidisciplinaire. Le nombre de nouveaux cas de cancer est estimé à plus de 14 000 cas selon le rapport 2018 du Programme national de lutte contre le cancer. Au vu de cette recrudescence, ces médecins radiologues bénéficieront de formations tous les 2 vendredis du mois, cela pendant 1 an, à l'Institut national de la santé publique d'Adjamé. Je vous le disais en titre, 7 personnes nous ont quittés hier dans la nuit, arrachées à la vie lors d'un énième effondrement d'immeuble. Cette fois, le drame est survenu à Treichville. Bilan provisoire, 7 morts donc et 20 blessés. Walter Amadou Ouattara. Treichville, avenue 3, rue 17. Ce dimanche matin, sous ces décombres, les sapeurs-pompiers militaires, soutenus par des jeunes volontaires, réussissent à sauver une vie. Non loin de là, des populations sont encore sous le choc. On a appelé mon mari qu'il faut venir à Treichville. Il y a quoi? Il dit, papa, faut venir. Tous ces gâteaux. Il s'agit ici d'un immeuble de R+7 en construction qui s'est effondré. En minuit et 1h du matin, on a entendu un très grand bruit. Dans le sauve-qui-peut, on avait un grand nuage de poussière qui nous empêchait d'avancer. Depuis que cet immeuble est arrivé au 4e niveau, on avait vu AD a détruit et les travaux s'étaient arrêtés 2 jours et ça a repris de plus belle. Aujourd'hui, je crois que le constat est là. Le commandant des sapeurs-pompiers militaires, en charge de cette opération, fait un point de la situation. Nous avons été alertés cette nuit aux environs de 1h du matin pour l'effondrement d'un immeuble sur des habitations contiguës.
Aussitôt, nous avons engagé 8 engins et 40 sapeurs-pompiers. Le bilan provisoire fait état de 22 victimes, dont 5 décédés. Parmi les 22 survivants, 7 victimes qui ont été extraites et remises à leur famille car ne présentant pas de lésions particulières. Les 15 autres évacués au-dessus de Trècheville par nos différents engins. Les opérations se poursuivent. Malheureusement, le nombre de morts va connaître une évolution lors des évacuations. Informé de ce drame, le maire de la commune de Trècheville et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se sont rendus aussitôt au chevet des familles sinistrées. Des contrôles ont été faits et malheureusement, nous assistons encore à ce genre de drame. Je peux vous dire qu'au niveau du conseil municipal, nous prendrons les mesures qu'il faut. Aujourd'hui, il faut faire face à une situation. Vous voyez ce bâtiment qui est là, la chute de l'effondrement de cet immeuble en construction l'a ébranlé dans ses fondations. Il faut évacuer cet immeuble, il faut reloger une dizaine de familles qui sont là. Je crois qu'avec le gouvernement, nous allons voir les mesures à prendre. Le gouvernement se devait d'être aux côtés des populations. Et nous voulons dire merci à la jeunesse de Trècheville, dire merci aux sapeurs-pompiers. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement apportera son assistance aux blessés. Et dans les jours à venir, nous reviendrons. Pour l'heure, les recherches continuent avec l'appui des chiens spécialisés en la matière. Le dernier bilan fait donc état de 27 victimes, 7 décédés et 20 blessés. Le dialogue, c'est bien l'arme des forts. Souvenez-vous, de l'autre côté de la ville, dans la commune d'Abobo, on a assisté la semaine dernière à une manifestation de ferrailleurs qui avait mal tourné. Aujourd'hui, les acteurs du secteur de l'artisanat et les autorités municipales ont décidé de se parler pour trouver ensemble la meilleure solution. Témoin de leurs échanges, Walter Amadou Ouattara. Jeudi dernier, l'ancien site qui abritait la casse automobile d'Abobo était le théâtre des échauffourées entre forces de l'ordre et des ferrailleurs auparavant déguerpis. 48 heures après les événements, l'heure est au dialogue. La jeunesse communale du RHDP, l'association des ferrailleurs et la société civile condamnent les violences et appellent à l'apaisement. Nous demandons aux ferrailleurs de continuer les échanges avec les autorités municipales afin de faciliter leur installation sur le nouveau site. Nous encourageons Madame le maire de la commune d'Abobo à toujours continuer le dialogue avec les ferrailleurs pour un dénouement meilleur. J'invite tous les ferrailleurs, toute la jeunesse à mettre un peu d'eau dans son Nyamakoudji afin qu'il y ait un dénouement heureux à cette situation. Nous ne nous reconnaissons pas en cette jeunesse. La jeunesse de la casse, c'est une jeunesse dynamique, travailleuse. Outre ces déclarations, le comité en charge de l'opération de recasement des artisans s'est rendu sur le site de la nouvelle casse automobile en Dautré 24 heures avant. Cette visite de terrain vise à présenter les efforts consentis par le gouvernement et par la mairie d'Abobo pour reloger les ferrailleurs déguerpis. Le ministre a lancé, n'est-ce pas, la construction des magasins en donnant des bons, n'est-ce pas, à des promoteurs pour commencer à bâtir. Madame la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, a mis des moyens, n'est-ce pas, à la disposition des services techniques qui ont fait un rechargement de la voie, voilà, qui ont même nettoyé le pont pour avoir accès. C'est un espace de 12 hectares affecté au recasement des ferrailleurs d'Abobo à Nador. Ce site aménagé, qui peine à recevoir les déguerpis, dispose de 1646 magasins. Dans mes calculs en tant que président du comité de recasement, je pense qu'on pouvait bien recaser tous les artisans qui sont, n'est-ce pas, ferrailleurs qui sont à Nador. Non seulement ça, on a bien dit, bien souligné, les faire comprendre que c'est quand ceux dans lesquels qui ont pris les magasins ici, ils sont assis à Nador, c'est quand ils vont s'installer qu'on saura combien de ferrailleurs qui restent et puis on va les recaser. Selon le président du comité de recasement, la ministre Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a pris des engagements pour offrir de meilleures conditions de travail aux ferrailleurs délocalisés de l'ancien site.
Des travaux sont en cours pour faciliter l'accès à la nouvelle casse auto, notamment le reprofilage des voies d'accès et la construction d'autres magasins. Et du côté d'Adjamé, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la Fondation Orange Côte d'Ivoire ont réalisé un centre digital à l'IFEF Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. IFEF, c'est Institut de formation et d'éducation féminine. Les deux parties ambitionnent donc de faire de l'inclusion numérique une réalité en Côte d'Ivoire. Reportage Khalil Diomandé, Vao Richard et Abou Sanogo. L'inclusion numérique est aujourd'hui une réalité pour les femmes d'Adjamé. L'Institut de formation et d'éducation féminine Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé compte désormais en son sein une maison digitale. L'inauguration a été faite en présence de la ministre Nasseneba Touré. La mise en place de cette infrastructure digitale s'inscrit dans l'objectif de renforcer les capacités des populations vulnérables et permettre aux femmes de s'adapter à l'évolution de la technologie. Avec son projet Maison Digitale, la Fondation Orange Côte d'Ivoire s'engage en faveur de l'autonomisation de la femme parce que les femmes ont également la capacité d'influencer le changement socio-économique. Il s'agit de la 16e maison digitale du ministère pour le bénéfice des femmes entrepreneurs vulnérables en vue du renforcement de leur capacité entrepreneuriale et de leur alphabétisation numérique. Des ordinateurs portables, des tablettes et des vidéoprojecteurs ont été mis à disposition pour faciliter la formation des auditrices. Abibata, quinquagénaire, parvient aujourd'hui à se familiariser à la lecture, à l'écriture et au digital grâce aux différents modules de formation offerts par la maison digitale de l'IFEF d'Adjamé. Il nous encadre bien, il ne se moque pas, il nous montre, on ne connaît pas où on vient, ils vont nous montrer toujours. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux écrire mon nom. Les messages, je peux lire un peu. La ministre Nasseneba Touré s'est réjouie de la qualité du contenu de formation dont bénéficient les femmes et a salué l'engagement constant de la Fondation Orange Côte d'Ivoire. En apprenant le digital, elles apprennent à gérer leur entreprise avec des modules vraiment que moi je trouve très innovants. Nous avons d'autres projets que nous allons leur présenter dans le sens de l'autonomisation des femmes, l'alphabétisation des femmes. Au cours de l'année 2020-2021, ce sont 519 femmes, dont 283 en alphabétisation et 236 en éducation financière, qui ont été encadrées dans les 16 maisons digitales implantées dans les différentes régions du pays. Un mot de football dans ce journal, en bref et en images. Hier s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la FIF, une AG donc pour procéder au toilettage du statut et des règlements intérieurs, puis du code électoral de la fédération. Après de nombreuses heures de discussion, tous ont fini par s'entendre. Le reportage de Patrick Dadier de RTI Sport à suivre dans nos prochains journaux. Dans un communiqué, les autorités maliennes ont annoncé vendredi soir la libération de 17 militaires et un civil enlevés par des groupes armés. Certains d'entre eux étaient prisonniers de leurs geôliers depuis près de 3 ans. L'identité des otages et les conditions dans lesquelles ils ont été libérés n'ont pas été données. Deuxième articulation de cette édition, le Dimanche Magazine. Notre invité, c'est le ministre du Commerce et de l'Industrie. Souleymane Diarrassouba a donc accepté de venir nous éclairer sur cette situation de cherté de la vie. Et bien entendu, il nous dira ce qui est prévu par le gouvernement. Monsieur le ministre, on suit le protocole, on regarde ça et on revient. Adjamé, marché gourou. Échange houleux entre clients et commerçants. La cause, la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Tu imagines, tablette. Je demande le prix, on me dit que c'est 1800. J'ai acheté ça à 1300. Il y a 500 dessus. Et je demande pourquoi, on me dit que ça a augmenté là-bas. Pointés du doigt, les commerçants se défendent. On prenait les cartons de cubes à 29 000. Mais aujourd'hui, le carton de cubes est devenu à 40 000. Maintenant, qui mangeait, on vendait 4 à 100 francs. Aujourd'hui, c'est venu à 300 francs, 1 à 50. L'huile aussi, on prenait avant 20 000, 22 000. Mais aujourd'hui, où on est, c'est 26 000. Mais qu'est-ce qui explique cette perturbation des prix?
En visite de terrain au marché Gouro d'Adjamé, où elle a rencontré les commerçantes de gros, la secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre la vie chère explique. Il y a un certain nombre de contextes au niveau international, hausse du coût du fret, conséquences de la Covid, hausse des intrants, etc. Nous en sommes conscients. Mais il s'agit d'être aussi responsable et de faire en sorte que les populations puissent continuer à s'approvisionner en produits de grande consommation à un prix abordable. Bonne nouvelle toutefois pour les consommateurs, il ne s'agit pas d'une flambée générale des prix. À preuve, les prix du riz et du sucre demeurent stables. Mieux, l'oignon et la tomate connaissent une baisse considérable. Le kilo c'est 800, c'est un nouveau poids à 800. Avant c'était 1000 francs, 900, maintenant ça a diminué à 800. Oignon belé, c'était 12 500. Sac là 25 kilos, c'est ça qui était 12 500. Aujourd'hui, c'est devenu 10 000. Oignon blanc là, c'était 8 500. Aujourd'hui, c'est devenu 7 500. La visite de terrain du CNLVC revêt donc un double sens. Échanger avec les consommateurs, mais surtout les sensibiliser. Merci Michel Mambo. Monsieur le ministre, jeudi vous étiez dans le marché, je crois que c'était à Yopougon, en compagnie d'autres membres du gouvernement. Qu'est-ce que vous y avez vu? Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier en tout cas Monsieur le ministre en charge de la communication et le DG de la RTI pour l'opportunité qu'il nous donne d'échanger sur cette question qui est d'intérêt pour les Ivoiriens. En effet, à la demande de Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, nous étions avec certains membres du gouvernement, une délégation conduite par le ministre d'État Ambia Adjoumani, et nous sommes allés en fait d'abord chez un industriel pour voir dans quelles conditions en fait l'huile était transformée et nous assurer que les prix que nous avions arrêtés de concert étaient effectivement respectés en termes de prix sortis usine. Donc cette assurance nous a été donnée et après nous nous sommes rendus à Yopougon-Selmer, au marché Dominique Ouattara. Et dans ce marché, nous avons constaté effectivement que les prix avaient augmenté pour certains produits manufacturés, également certains produits vivriers. Et les clients et les consommateurs, en tout cas, souhaitaient que le gouvernement fasse des efforts pour pouvoir baisser les prix. Et après cette rencontre avec les commerçants de Selmer, nous nous sommes rendus dans un supermarché, toujours de la commune de Yopougon. Et nous avons noté également que des produits étaient disponibles, mais que les prix qui étaient pratiqués, pour la plupart qui étaient au marché Selmer, avaient un niveau de prix qui était en dessous en fait, des prix qui étaient pratiqués au marché traditionnel Selmer. Donc c'est le constat qui avait été fait. Ça nous a permis en fait de connaître le ressenti des consommateurs, de toucher du doigt en tout cas les réalités du marché et également de rendre compte à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a augmenté véritablement? Qu'est-ce qui n'a pas augmenté? Quels sont les produits dont les prix ont baissé? Sur ce point, moi, ce que j'avais souhaité vous indiquer, en fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes globalement dans une conjoncture internationale qui est défavorable. Parce que vous avez noté, en fait, l'impact de la Covid, en fait, sur les activités économiques depuis 2020, qui a déstructuré toutes les chaînes d'approvisionnement, qui a amené, en fait, qui a détruit une partie de la force de travail. Et tout ceci a impacté en fait, les stocks au niveau de certains produits importants, que ce soit les produits oléagineux, les céréales au niveau international. Et avec la reprise des activités économiques, il y a certains grands pays, notamment de l'Asie, qui ont essayé de reconstituer les stocks, je veux dire, de plus de 50% que le niveau initial. Et tout ça, je veux dire, a impacté les marchés et les cours de ces produits, notamment de l'huile à l'international, également d'autres céréales, ont vraiment flambé. Et ce qui n'était pas neutre en fait sur le coût de certains produits en Côte d'Ivoire. Donc pour parler de l'huile, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui a augmenté de 10%. Qui a augmenté de 10%. Il faut savoir que l'huile au niveau international avait augmenté de 60%. Et donc nous avons anticipé tout cela au niveau du gouvernement ivoirien. Vous vous souviendrez que depuis janvier 2021, nous avons eu des échanges avec les acteurs du secteur de l'huile. Et nous avons convenu en ce temps-là de plafonner les prix, de bloquer les prix. Donc malgré toutes les contraintes qu'ils avaient en termes d'exploitation, et également malgré les contraintes également des producteurs, nous avons convenu en ce temps-là de bloquer les prix jusqu'à nouvel ordre. Mais nous avons poursuivi les discussions avec les acteurs. Et en ce début d'année, en fait, à leur demande, vu que le marché ne s'était pas retourné favorablement, parce que dans nos prévisions,
comme on a l'habitude de le voir, de façon cyclique, en fait, après 3 mois ou 6 mois, le marché devait devenir baissier pour que le mécanisme de compensation interne qui avait été mis en place puisse avoir son sens. Mais dès lors que le marché est resté haussier toute la période, nous ne pouvions pas non plus ne pas écouter le désarroi des planteurs qui avaient même, vous vous souvenez, tenté de faire une grève, et également des industriels de première et deuxième transformation. Donc, après toutes ces discussions, malgré la hausse des prix de 60% à l'international, nous avons convenu que pour les planteurs de palmiers à huile, il fallait faire une augmentation qui devait passer pour le régime de la palme de 61 francs à 80 francs. Parce que dans les discussions, ils nous réclamaient au moins 100 francs ou 120 francs. Également pour les industriels de première transformation qui font l'huile de palme brute, en fait, c'est-à-dire l'huile rouge. On est passé de 477 000 à 620 000. Ces derniers, par rapport à la hausse, en fait, du coût international, demandaient 800 000 francs. Et pour les industriels de la dernière transformation, en fait, nous avons accepté d'augmenter le prix de l'huile raffinée depuis le 24 janvier de 10%. Tout ceci, en fait, pour contenir en fait, cette hausse sur le pouvoir d'achat des populations. Mais les Ivoiriens, malheureusement, l'ont découvert un matin sans y être préparés par le gouvernement. Voilà, nous l'avons vu ainsi, je veux dire, il y a 10 jours, comme quoi, en fait, cette augmentation a fait des vagues. Je veux dire, on a pu le noter sur les réseaux sociaux, mais l'explication, c'est celle-là. Et nous avons une double contrainte, en fait. La première contrainte, c'est de dire qu'il fallait faire un geste à l'égard de nos braves paysans, nos braves planteurs, qui ont fait, en fait, de la culture de l'huile de palme leur métier depuis toutes ces années. Et deuxièmement, nous avons également la préoccupation de maintenir l'outil de production. Comme vous le savez, nous avons l'avantage en Côte d'Ivoire d'avoir une filière huile de palme qui est bien intégrée. C'est-à-dire que tout ce qui se produit en Côte d'Ivoire est consommé localement. Et même 30% de ce qui est transformé est exporté dans les produits de la sous-région. Donc il nous revient également, je vais dire, en toute responsabilité, de protéger cette filière. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Mais il n'y a pas que l'huile qui a augmenté, monsieur le ministre. Il y a le cube d'assaisonnement et puis il y a beaucoup d'autres produits. Il y a d'autres produits qui ont augmenté. Chacun de ces produits a son explication. Tout à fait. Quand vous regardez un peu, il y a un opérateur sur la place qui a décidé, en fait, pour des bouillons culinaires, de faire une augmentation. Je pense qu'il y a plusieurs produits il a plusieurs produits à son niveau. Et il a décidé d'augmenter 2 produits, 2 références, parmi l'ensemble des références qu'il a. De façon unilatérale. Unilatérale, parce que, comme vous le savez, le marché, il est libre, en fait. Il a tenu compte de ses coûts de facteurs. Dans l'économie de marché. Et depuis plus de 10-15 ans, cet opérateur n'a pas fait d'augmentation et 70% de ses références n'ont pas été touchées. Mais ce qu'il faut indiquer également aux populations, c'est que le client a le choix. Le client est libre, en fait, de choisir le produit qui lui convient le plus, en fait. C'est un bouillon qui a une marque qui est particulière. C'est vrai que les Ivoiriens aiment bien, mais à côté de ce bouillon, vous avez d'autres bouillons dont les prix n'ont pas évolué. Et également, vous savez, parler de bouillon, souvent, ça peut être un peu gênant, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on sait. Et le gouvernement, comme ça, lui, il augmente, le gouvernement reste sans réagir, c'est normal, on ne peut pas quand même négocier, discuter, vu que la grogne est généralisée. Il y a des discussions. Comme on vous l'a indiqué, nous avons des produits de grande consommation et des produits de première nécessité. Les bouillons ne font pas partie, comme vous le savez, des produits de première nécessité. Mais je vous ai indiqué tout à l'heure que pour l'huile de palme, il y a des discussions depuis 1 an dans le cadre d'un cadre de concertation qu'on a mis en place et qui a même été renforcé par le Premier ministre en mettant en place un groupe de travail interministériel pour pouvoir trancher sur cette question qui, comme vous le savez, est multisectorielle. Vous vous souviendrez que également, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, après l'adoption de notre stratégie de lutte contre la vie chère en 2017, on a eu pas mal de concertations avec les différents acteurs avant de prendre tout décret portant sur le plafonnement des prix, que ce soit de l'huile, de la viande, le ciment, des matériaux de construction, de lait, etc. Chaque fois, il y a la concertation, il y a des discussions en amont, en fait. C'est l'ensemble de ces discussions en amont, en fait, qui permet de maîtriser souvent les prix sur certains produits. Donc, nous travaillons toujours pour contenir les prix. Si vous vous souvenez, n'eût été la Covid, de 2017 jusqu'à 2020, je pense que les choses se passaient correctement, on n'avait pas de difficultés particulières. La difficulté, en fait, en plus de la Covid, il y a eu la problématique de la crise énergétique qui est venue en rajouter avec
les problèmes liés au changement climatique, en fait. C'est à partir de ce moment que les Ivoiriens ont commencé à se faire entendre, etc. Et pour pouvoir donner une solution durable à cela, le gouvernement, le 21 juillet dernier, a fait adopter une communication en mettant en œuvre, en fait, 8 mesures immédiates et 17 mesures structurelles que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et quelles sont ces mesures? Qu'est-ce que le gouvernement va faire face à cette Quand vous regardez ces mesures, il y avait des mesures par rapport au renforcement de la concertation entre les États et entre l'État et tous les acteurs concernés. Ça, nous le faisons tout le temps. Deuxièmement, il y avait le renforcement également de la communication et de la sensibilisation. Grâce à la RTI, on a des créneaux qui nous permettent de communiquer, aux Ivoiriens, et également d'être sur les réseaux sociaux. Il y a des publications qui sont faites. Et il y avait les comités locaux de lutte contre la vie chère à installer dans les 38 régions de Côte d'Ivoire. À ce jour, cela a été fait également. Et tous ces comités qui regroupent des commerçants, des consommateurs, présidés par les préfets des départements, sont installés dans l'ensemble des régions. Et il y avait la problématique, en fait, d'ajouter à la farine boulangère des céréales qui sont produites localement. Et ce que nous avons fait... On parlait de farine de manioc. Depuis le 17 février, le comité ivoirien de normalisation s'est réuni et a adopté les nouvelles normes, en fait, qui sont rendues publiques très prochainement. Donc, pour dire que nous travaillons sur tous ces sujets, et également, il fallait travailler contre le racket sous toutes ses formes, et puis également avec d'autres mesures structurelles qui portent notamment, en fait, sur l'amélioration de l'offre, aussi bien au niveau des produits agricoles qu'au niveau des ressources halieutiques et des protéines animales. Et je pense que les Ivoiriens se posent la question, ils vous regardent. À quoi doivent-ils s'attendre? Jusqu'à quand va durer cette situation? Vous savez, nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, dans un monde qui est globalisé, avec les économies qui sont interconnectées. Et vous noterez qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau international, même par rapport aux prévisions du FMI, il y a une inflation qui est annoncée, dans les pays en développement et les pays émergents de l'ordre de 5,9%. Au niveau de notre pays, avec les signes que montre notre économie en termes de résilience, nous avons eu quand même en début d'année, en fait, un niveau d'inflation de 4,4%. Mais contrairement à certains autres pays, qui sont nos voisins, qui ont aujourd'hui des taux d'inflation de l'ordre de 15%. Et même 16%. Et 16%. Et justement, vous allez nous expliquer, qu'est-ce que ça signifie, le fait de maîtriser le taux d'inflation à 4,2%? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Non, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est-à-dire que la norme communautaire, c'est vrai, est de 3%, et généralement, la Côte d'Ivoire est en dessous des 3%. Mais compte tenu de la problématique du changement climatique, compte tenu aujourd'hui de toutes les difficultés liées à la pandémie, on a également aujourd'hui une pression sur les produits alimentaires, notamment les produits céréaliers en termes de prix, les produits également au niveau du tubercule, de la viande, etc. Il y a également au niveau des légumes, il y a cette pression en fait sur la disponibilité de ces produits. Donc tout ce qui concerne la loi de l'offre et de la demande, compte tenu de la pression en fait qu'on a aujourd'hui de la demande sur l'offre qui n'est pas assez suffisante, donc les prix sont tirés vers le haut. Mais ce qu'il faut indiquer également, c'est que 4%, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, je peux dire ainsi. Mais dans ces 4%, on peut avoir des disparités par rapport à certains produits dont les taux sont plus élevés, oui, qu'il faut ramener vers le bas, notamment au niveau des produits alimentaires. Et ce qu'il faut également indiquer qui est important, tout ceci, on constate que dans la zone UEMOA, en tout cas, le taux d'inflation est globalement maîtrisé. Il y a un autre pays, qui est le pays qui vient après la Côte d'Ivoire au niveau de l'UEMOA, qui est environ à 4,3%. Tout ça, c'est par rapport à la politique avenante qui est menée au niveau monétaire. Je pense qu'il faut le dire. Parce que nous avons une politique monétaire qui est avenante, parce qu'on a une banque centrale, qui a pris à bras le corps la problématique de la Covid en faisant des injections monétaires très massives, qui a maintenu, en fait, qui a baissé, en fait, le taux directeur pour que le coût du crédit soit plus bas et le taux est toujours maintenu à 2%. Et la parité que nous avons également avec l'euro, dans cette situation également est profitable à notre économie. C'est des choses qu'on ne dit pas assez, mais je pense qu'il est important de le noter. Et le gouvernement a mentionné certains groupes d'intérêt en situation de quasi-monopole qui font de la spéculation. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Tout à fait. Vous savez, on est dans un marché qui peut sembler imparfait.
Nous souhaitons, je veux dire, lorsqu'on regarde en fait tous les instruments que nous sommes donnés avec le code de la consommation, la loi sur la répression des fraudes et les outils que nous avons mis en place, notamment la commission de la concurrence. Donc, vous vous souviendrez que nous avons eu à reformer la commission de la concurrence pour en faire une quasi-juridiction, pour en faire une institution totalement, enfin, quasiment indépendante. Et cette commission de la concurrence aujourd'hui travaille à cet effet pour pouvoir démanteler tous ces groupes d'intérêts, je veux dire, qui ont une vue à court-termiste par rapport à tout ce qui concerne les avantages pécuniaires et à démanteler les différents cartels. Voilà. Vous vous souvenez que l'année dernière, au dernier trimestre, nous avons travaillé sur un secteur, notamment le secteur du photon. Mais le secteur du photon, les décisions ont été prises par le gouvernement, je veux dire, suite à une enquête qui a été menée par la commission de la concurrence pendant plus de 6 mois et qui a constaté qu'il y avait des dysfonctionnements avérés dans ce secteur. Et ce qui nous a amené à prendre ces décisions, parce qu'on ne peut pas comprendre que des produits qui sont achetés ailleurs à 200 francs le kilo, etc., soient vendus à 800 francs en Côte d'Ivoire. Et que le photon... Est-ce que là ne se pose pas le problème des tarifs douaniers? Non, ce n'est pas forcément lié, vous savez, sur ce point-là. À l'importation? Non, on a la problématique de l'importation et on a la problématique du cartel. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la commission de la concurrence est une dynamique. Il y a au moins 5 ou 6 secteurs que nous avons déjà identifiés, que nous ne pouvons pas citer maintenant, sur lesquels nous sommes en train de travailler, en fait. Donc, pour ce qui concerne les droits de douane, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est dans une communauté. Voilà. Il y a le tarif extérieur commun qui est appliqué, en fait, à l'ensemble des pays au niveau de notre communauté, et c'est ce qui est appliqué, en fait, au niveau de notre zone. Mais il y en a qui pensent qu'il faut pouvoir baisser peut-être les taxes proportionnellement à l'augmentation des produits pour que ça puisse marcher. Oh, je pense que, comme vous le savez, toute décision peut sembler être possible. Mais il faut s'assurer. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire une étude socio-économique là-dessus pour voir l'impact, s'assurer que la baisse qui est proposée, en fait, puisse profiter à la fin aux commerçants. Que la baisse ne se... Ils sont nombreux, même ces commerçants, voilà, qui le demandent. Non, que la baisse, en fait, puisse profiter aux consommateurs. Au consommateur final. C'est de ça qu'il s'agit, pour ne pas que cette baisse-là soit diluée, soit siphonnée, en fait, dans le circuit de distribution. Donc, ça peut être une option, mais ça demande une étude socio-économique et s'assurer que cette décision peut être en respect avec les règles communautaires. D'accord. Le Premier ministre a rencontré jeudi les acteurs du secteur du vivrier, du transport et puis les consommateurs, l'association des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vous y étiez aussi. Si, j'ai participé à ces différentes rencontres. Je pense que les consommateurs ont demandé en fait que le gouvernement puisse aller au-delà des mesures qui sont prises actuellement en matière d'encadrement des prix. Et on souhaitait qu'on puisse élargir la liste des produits réglementés. Et ils ont également souhaité que les contrôles soient renforcés, je veux dire, sur le terrain. Et pour ce qui concerne les femmes du vivrier, c'est vrai qu'elles ont demandé un soutien, mais elles ont également demandé que des efforts soient faits en amont par rapport à la maîtrise de l'eau, etc. Et les transporteurs également, c'était la même problématique parce qu'il nous revenait que les prix du transport avaient été revus à la hausse, d'autant plus que le gasoil n'avait pas été touché. Donc je pense que c'est des sujets qui ont été évoqués et pour lesquels en fait le gouvernement est en train de travailler pour pouvoir donner des solutions pour adresser en fait chaque problématique. Il faut préciser qu'il y a 4 familles de produits dont les prix sont réglementés par le gouvernement, notamment le gaz butane et tout ça. Mais vous avez annoncé aussi la mise en place d'un groupe de travail pour réfléchir à la question. Ce sera quoi leur objectif véritablement? Et puis, est-ce qu'il se substitue à l'unité de lutte contre la vie chère qui existe? Non, je voudrais vous assurer à ce niveau en fait. C'est-à-dire au niveau institutionnel, après la prise des différents tests, le gouvernement se donne les moyens d'avoir des instruments pour lutter contre la vie chère et également pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est ainsi qu'il a créé et réformé la commission de la concurrence. Il a également réformé le Conseil national de la lutte contre la vie chère. Voilà, donc, en 2017, comme vous le savez, qui a des missions transversales et dont le comité d'orientation est présidé par M. le Premier ministre. Mais lorsqu'il y a des questions d'urgence, et compte tenu de l'urgence des questions, il revient à M. le Premier ministre souvent de constituer un groupe ad hoc, en fait. C'est un groupe ad hoc qui vient en plus de ce qui est fait à très court terme et de façon immédiate, en fait,
faire des propositions. Mais les structures existantes continuent leur mission en matière de lutte contre la vie chère, avec la mise en œuvre de mesures structurelles et de mesures conjoncturelles à l'effet en fait de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Il y a aussi l'unité de lutte contre le Bien racket. sûr, sur l'unité de lutte contre le racket, vous vous souviendrez que chaque année, notamment, ces actions sont visibles lorsqu'il y a les fêtes de Tabaski, etc. Que ce soit l'unité de fluidité routière, l'unité de lutte contre les rackets, le Conseil national de lutte contre la vie chère, font des campagnes jusqu'au nord, en fait, pour s'assurer, en fait, que Malgré ça, toutes ces structures existent, Monsieur le ministre, mais il y a encore des commerçants qui réussissent à se faufiler pour... Raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour moderniser, en fait, le commerce. Vous vous souviendrez que le 22 décembre dernier, en fait, il y a une importante communication qui a été adoptée par le gouvernement portant sur le plan d'urgence, en fait, de gestion des marchés en matière de construction d'infrastructures. Parce qu'il est important, je veux dire, de pouvoir construire des infrastructures pour que les commerçants puissent travailler dans de bonnes conditions. Quand vous regardez aujourd'hui, dans nos marchés, on a des problèmes de stockage de produits, on a des problèmes de conservation de produits, et tout ceci n'est pas neutre par rapport à tout ce qu'on est en train de voir. Donc il y a un programme qui porte en fait sur la construction de 11 marchés de gros, de 39 marchés de relais, et de 39 marchés relais de groupage, et de 67 marchés de détail en fait. Et la construction de tous ces marchés sur tout le territoire national en fait va contribuer à permettre en tout cas à ce que les commerçants puissent travailler dans de meilleures conditions, que nos produits soient de qualité et que les Ivoiriens en tout cas puissent avoir le pouvoir d'achat qui soit vraiment protégé. Donc c'est cette assurance en tout cas que j'avais souhaité donner. Et pour dire que, vous savez, la solution à ce qui se passe se retrouve en tout cas, comme je l'ai indiqué, dans la mise en œuvre de mesures structurelles. Il y a des plans, certainement que mes collègues en charge de l'agriculture et des ressources halieutiques auront l'opportunité. Il y a des plans très ambitieux qui sont actuellement en train d'être mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire, en tout cas, puisse s'autosuffire, sinon ou bien être même exportateur de certains produits vivriers, je veux dire, au cours des prochaines années. Parce que la problématique de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire est devenue une priorité haute pour le gouvernement et le chef de l'État. Et compte tenu de nos atouts, je veux dire, demain, notre pays sera en fait le grenier de ce continent africain. Merci. Monsieur le ministre, le temps qui nous a imparti est largement dépassé, doublement même dépassé, Monsieur le ministre. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Souleymane Diarra-Soubat, ministre donc du Commerce et de l'Industrie. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de cette situation de cherté de la vie qui fait couler tant d'encre et de salive. À très bientôt et c'est avec plaisir qu'on vous recevra encore ici pour nous annoncer la fin de ce mauvais temps. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission ce dimanche. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je reviens chez vous jeudi.